Le sang qui s'accumulait sur le béton froid fut le premier signe qu'ils avaient commis une erreur de calcul fatale. Léo pensait enlever une mondaine terrifiée et endettée, un pion facile à utiliser contre le syndicat le plus impitoyable de la ville. Au lieu de ça, ces hommes avaient aveuglément tiré un prédateur alpha endormi hors de l'ombre. Le bruit d'un lourd collier de serrage industriel qui se brise est généralement un son plastique subtil. Mais à l'intérieur de cet entrepôt résonnant, il a retenti comme une condamnation à mort signée. Il y a un silence suffocant bien particulier qui s'installe dans une pièce. C'est le moment où le chasseur réalise qu'il est enfermé dans une cage avec la bête. Quand le chef de la mafia est enfin arrivé, le sang sur le sol n'était pas le sien. La pluie à Boston, ce mardi soir-là, était ce genre de bruine misérable et glaciale. Elle vidait les rues et transformait les pavés de Beacon Hill en miroirs glissants et traîtres. Sloane Gallagher se tenait sous l'auvent vert délavé d'une librairie fermée sur Charles Street. Le col de son trench coat beige était relevé contre le vent humide. Elle était tout à fait quelconque, une illusion délibérée, minutieusement conçue. Pour les quelques piétons qui passaient en hâte, elle n'était qu'une femme fatiguée de plus, attendant un VTC. Elle n'avait pas l'air d'une femme dont le vrai nom était enfoui sous 3 niveaux de classification fédérale. Quand la camionnette Ford Transit noire a violemment sauté sur le trottoir, projetant une gerbe d'eau grise sur ses bottes en cuir, Sloane n'a pas tressailli. Les gens normaux tressaillent. Les gens normaux poussent un cri, reculent en trébuchant ou lèvent les mains. Sloane s'est contenté de calculer la trajectoire, de noter l'absence de plaque d'immatriculation et d'identifier la bande de roulement épaisse des pneus. La porte coulissante de la camionnette s'est ouverte brusquement avant même que le véhicule ne soit complètement arrêté. 2 hommes en ont sauté. Ils étaient larges d'épaules, vêtus de vestes en cuir bon marché, qui sentaient le tabac froid et l'eau de Cologne bas de gamme. « Attrapez-la! Faites-la taire! » a sifflé l'un d'eux. C'était Léo Moretti. Sloane a reconnu le râle rauque et asthmatique de sa voix. Elle l'avait entendu dans un dossier de surveillance périphérique, parcouru il y a une éternité. Une main lourde et cailleuse s'est plaquée sur sa bouche, tandis qu'un autre bras épais s'enroulait autour de sa taille. Il s'attendait à une résistance, aux gesticulations frénétiques et désordonnées d'une civile paniquée. Sloane la leur a donnée, jouant le rôle à la perfection. Elle a laissé ses membres s'agiter juste assez pour simuler la terreur. Elle a réprimé la mémoire musculaire qui lui hurlait de planter son coude dans le cartilage mou de la gorge de l'homme et de lui briser la trachée. « Pas encore », se dit-elle alors qu'il la traînait à l'intérieur de la camionnette, sombre et à l'odeur aigre. L'information d'abord, les victimes plus tard. Elle a été jetée sur le plancher métallique strié de la camionnette. Un sac en toile de jute rugueux a été enfoncé sur sa tête. Il lui a éraflé les joues, la plongeant dans une obscurité immédiate et suffocante. Puis vinrent les colliers de serrage, en plastique épais de qualité industrielle, lui liant les poignets derrière le dos. « On a la salope », a grogné le deuxième homme, Frank Moretti, depuis le siège avant. La camionnette a accéléré brusquement, projetant Sloane contre le panneau latéral. « Appelle le patron. Dis-lui qu'on a Chloe Gallagher. » Sous le sac en toile de jute, la respiration de Sloane est restée parfaitement stable. Une cadence lente et rythmée de 4 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration. Chloe, sa sœur dont elle s'était éloignée. Chloe était une mondaine chaotique et narcissique. Elle vivait dans des penthouses financés par des hommes dangereux. C'était une femme qui traitait les dettes comme une suggestion et la loyauté comme un inconvénient temporaire. Il était tout à fait logique que Chloe ait finalement franchi une ligne qu'elle ne pouvait pas effacer avec son charme. Il était aussi tout à fait logique que ces voyous de bas étage n'aient pas pris la peine de faire leurs recherches. Ils avaient confondu le visage de Sloane, un miroir légèrement plus fin et totalement non botoxé de celui de sa sœur, avec leur cible. Elle ne crie pas, a noté Léo, sa voix vacillant avec une pointe d'inquiétude. Il a poussé la hanche de Sloane du bout de sa botte. « Hey, tu respires là-dedans, princesse? » Sloane a laissé échapper un gémissement pathétique et étouffé. Elle a monté sa voix d'une octave complète pour correspondre à la cadence plaintive de sa sœur. « Ouais, elle va bien, » a ri Frank depuis le siège du conducteur. Le choc a probablement fait partir son botox. Attends que Casey la voie. Il va s'en donner à cœur joie avec Richard Davies. Son avocat ne pourra pas la sortir d'un sac de couchage en béton cette fois-ci. Casey Carmichael. Le nom a résonné dans l'espace confiné et sombre de la camionnette. Et pour la première fois,
Une véritable décharge d'adrénaline a parcouru le sang de Sloan. Pas par peur, mais par intérêt professionnel. Le syndicat Carmichael n'était pas un gang de rue. C'était une entreprise criminelle profondément enracinée et très sophistiquée. Ils contrôlaient les ports de commerce de Providence jusqu'à Portland. Casey Carmichael était un architecte de la violence organisée. Un homme qui opérait depuis des gratte-ciel et utilisait des sociétés écrans comme Aegis Holdings pour blanchir des millions. Il était intelligent, mortel, et ses hommes venaient de commettre la plus grosse et probablement la dernière erreur de leur vie. Le trajet a duré exactement 42 minutes. En se basant sur les virages serrés à droite, l'odeur soudaine de sel de marée basse et de varech en décomposition, et le grondement des pneus passant de l'asphalte au béton fissuré, Sloan a cartographié leur itinéraire dans sa tête. Ils avaient pris la route 1A vers le nord, sortant près des parcs industriels abandonnés de River. Plus précisément, les anciennes usines textiles surplombant les eaux grises de la Chelsea Creek. La camionnette s'est arrêtée brutalement. Les portes se sont ouvertes en claquant, laissant entrer le vent glacial de la côte. Des mains rudes ont tiré Sloan dehors par les épaules. Elle a trébuché exprès, laissant ses genoux heurter le sol en béton de l'entrepôt, et a poussé un faible cri. « Mettez-la sur la chaise », a aboyé Léo. Elle a été soulevée et jetée sur une chaise pliante en métal froid. Un deuxième collier de serrage a été enroulé autour de ses chevilles, la fixant au pied avant de la chaise. Elle pouvait entendre le son distinct d'une lourde porte en tôle ondulée qui se fermait, les scellant à l'intérieur. « Maintenant », a dit Léo, sa voix juste en face d'elle. « Nous attendons M. Carmichael. » Sous la cagoule, Sloan était déjà à l'œuvre. Ses poignets étaient liés, mais les frères Moretti étaient des amateurs. Ils n'avaient pas croisé ses poignets, ils les avaient liés en parallèle, l'un contre l'autre. C'était une erreur de débutant. Elle a légèrement tourné sa main gauche, se disloquant le pouce d'une torsion vive et experte et d'une respiration étouffée. L'articulation a craqué. La douleur était un flash blanc, vif et familier derrière ses yeux, mais elle l'a ignoré. Elle a replié sa main pour la faire passer à travers la boucle en plastique serré. Sa main droite était libre. Elle n'a pas retiré complètement les liens. Elle a simplement posé sa main libérée contre son dos, remettant son pouce dans son articulation avec un craquement écœurant, masqué par le bruit de Frank, qui allumait une cigarette de l'autre côté de la pièce. Elle était libre. Elle était mortelle. Et maintenant, elle attendait. La lourde porte en acier de l'entrepôt a grincé en s'ouvrant vers le haut. Le cliquetis du métal a résonné dans le vaste espace vide. Une élégante Mercedes Classe S argentée tournait au ralenti juste devant le seuil. Ses phares fendaient la pénombre poussiéreuse de l'intérieur. Sloan a entendu le clic rythmé et sans hâte de chaussures en cuir coûteuses sur le béton. 2 paires de pas plus lourds et synchronisés ont suivi. Des gardes du corps. « Monsieur Carmichael !» La voix de Léo s'est légèrement brisée, perdant toute la fausse bravade qu'il avait affichée dans la camionnette. « On l'a eu, comme vous l'avez demandé. On l'a attrapé en pleine Charles Street. »« Quelqu'un vous a vu ?» La voix qui a transpercé l'entrepôt était basse, résonnante et totalement dépourvue de chaleur. Ce n'était pas la voix d'un voyou. C'était la voix d'un PDG spécialisé dans les opae hostiles du genre sanglant. C'était Casey Carmichael. « Non, monsieur, une prise nette. Elle était seule. » Des pas se sont approchés de Sloan. Elle pouvait le sentir maintenant. Un mélange subtil et coûteux de bois de cèdre, de bergamote et de la faible odeur métallique de la poudre à canon. C'était un parfum qui exigeait l'autorité. « Enlevez-lui la cagoule », a ordonné Casey. Des mains rudes ont saisi la toile de jute et l'ont arrachée vers le haut. L'éblouissement soudain des lampes halogènes de travail l'a aveuglée momentanément. Elle a cligné des yeux, le visage totalement impassible, et a levé les yeux vers le diable de Boston. Casey Carmichael était un homme remarquable, peut-être 35 ans, avec des traits aristocratiques et fins qui semblaient avoir été sculptés dans du marbre froid. Ses cheveux sombres étaient méticuleusement coiffés. Il portait un costume 3 pièces anthracite sur mesure qui épousait parfaitement sa silhouette athlétique. Mais ce sont ses yeux qui ont attiré son attention. Ils étaient d'un gris glacial et perçant, intelligent et totalement mort à l'intérieur. Casey la dévisageait. Il attendait les larmes. Il attendait les excuses frénétiques, les supplications désespérées pour sa vie, le marchandage inévitable pour lequel Chloe Gallagher était célèbre. Au lieu de cela,
La femme sur la chaise s'est contentée de le regarder en retour. Sa posture n'était pas affaissée par la défaite. Sa colonne vertébrale était parfaitement droite. Ses yeux, d'un noisette profond et saisissant, suivaient ses mouvements avec la précision froide et analytique d'un tireur d'élite calculant la dérive du vent. Casey a froncé les sourcils, un minuscule resserrement de sa mâchoire. Il a incliné la tête, ses yeux perçants passant de son visage à ses mains, dissimulés derrière son dos, puis à sa tenue. Un trench coat usé, bien que de haute qualité, pas de bijoux de créateur, pas de maquillage excessif et ses yeux. Chloé Gallagher avait les yeux d'un cerf effrayé. Cette femme avait les yeux d'un loup. Bande d'idiots, a murmuré Casey, sa voix dangereusement douce. Léo a reculé nerveusement. Patron? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est elle, c'est Chloé Gallagher. On a vérifié les photos 2 fois. Ce n'est pas Chloé Gallagher, a dit Casey, sans quitter Sloane des yeux. Il s'est approché, envahissant son espace personnel, testant sa réaction. Elle n'a pas reculé. Chloé Gallagher a un tatouage de rose sur le côté gauche du cou. Chloé Gallagher empeste le Chanel et le désespoir. Je ne sais pas qui c'est. Je peux me présenter si votre réseau de renseignement est vraiment aussi incompétent, a dit Sloane. Sa voix était calme, parfaitement modulée, résonnant légèrement dans la vaste pièce. Léo a lâché un juron et a sorti un pistolet de sa ceinture, le pointant sur la tête de Sloane. La ferme, salope. Patron, je jure qu'elle ressemble exactement à... Range ton arme, Léo, a commandé Casey doucement, bien que la menace dans son ton soit sans équivoque. Il s'est légèrement accroupi pour être au niveau des yeux de Sloane. Si vous n'êtes pas Chloé, qui êtes-vous? Et pourquoi portez-vous son visage? Je suis sa sœur aînée, a répondu Sloane d'un ton égal. Sloane, les yeux de Casey se sont plissés. Chloé n'a pas de sœur. Ma vérification des antécédents de la famille Gallagher a été exhaustive. Arthur Pendleton, le comptable de son père, a remis tous les dossiers. Sloane a souri. C'était une expression terrifiante de calme. Arthur Pendleton ne connaît que ce qui est dans le domaine public, Monsieur Carmichael. Il connaît les fonds fiduciaires, les dettes et les propriétés à Martha's Vineyard. Il ne me connaît pas parce que mon existence a été effacée des bases de données municipales et fédérales il y a 12 ans. Mais puisque nous partageons des secrets, je connais vos comptes offshore. Je sais que Aegis Holdings perd de l'argent parce que votre directeur de port à Providence détourne une partie de vos livraisons de fentanyl depuis 6 mois. L'entrepôt est tombé dans un silence de mort absolu. Léo et Frank la regardaient avec une incrédulité totale. Les 2 gardes du corps en costume derrière Casey se sont tendus, leurs mains planant au-dessus de leurs armes dissimulées. Casey n'a pas cligné des yeux. La façade glaciale s'est fissurée une fraction de seconde, révélant un éclair de choc authentique avant de se lisser en une curiosité dangereuse. « Pour qui travaillez-vous » a exigé Casey, sa voix tombant à un murmure mortel. « Le FBI? Les agences fédérales? »« Je ne travaille pour personne, » a dit Sloane, soutenant son regard. « Je suis à la retraite. Je menais une vie très calme et très ennuyeuse, à enseigner l'histoire des archives dans une université locale. Et puis vos 2 associés décérébrés m'ont jeté dans une camionnette. Alors, voici comment ça va se passer, Casey. Vous allez me laisser sortir d'ici. Vous allez oublier mon nom, oublier mon visage, et retourner vous occuper de ma sœur idiote quand vous aurez le temps. Si vous faites ça, je ne démantèlerai pas tout votre empire avant le lever du soleil. » Léo a éclaté d'un rire rauque et moqueur. « Écoutez cette folle. Vous êtes attachée à une chaise, ma belle. Vous n'allez rien démanteler du tout. » Casey n'a pas ri. Il a regardé sa façon de s'asseoir. Il a regardé l'immobilité anormale de ses épaules. C'était un homme qui avait survécu dans un monde souterrain brutal en faisant confiance à ses instincts. Et à cet instant, chacun de ses instincts lui hurlait que la femme sur la chaise était la chose la plus dangereuse dans la pièce. Avant que Casey ne puisse ouvrir la bouche pour répondre, la lourde porte en acier de l'entrepôt a violemment explosé vers l'intérieur. L'explosion était assourdissante. Une onde de choc de chaleur et de son a arraché le lourd rail d'acier de ses gonds. Elle a projeté un nuage de poussière de béton et d'éclats d'obus dans l'entrepôt. Casey a réagi instantanément, plongeant au sol et roulant derrière un tour industriel massif et rouillé. Ces 2 gardes du corps ont sorti leurs armes, mais ont été immédiatement fauchés par une pluie incessante de tirs automatiques
avec silencieux qui déchirait la fumée. Ils sont tombés lourdement, le sang s'accumulant instantanément sur le béton. Embuscade! A hurlé Léo, tirant aveuglément avec son pistolet dans le nuage de poussière à l'entrée. Ce sont les Volkov! Les Russes sont là! Une douzaine d'hommes ont déferlé dans l'entrepôt, vêtus d'équipements tactiques noirs, se déplaçant avec une précision militaire disciplinée. Ce n'étaient pas des voyous de rue, c'était un commando. Dmitri Volkov, le chef du syndicat rival cherchant à usurper le territoire de Carmichael, avait de toute évidence suivi Casey jusqu'à cet endroit. Il attendait le moment parfait pour éliminer le chef de la famille hybride irlando-italienne. Casey a sorti sa propre arme de poing, un Sig Sauer personnalisé, et a tiré 3 coups mesurés depuis sa couverture, abattant le premier Russe. Mais il était coincé. Léo a reçu une balle dans la gorge quelques secondes plus tard, s'effondrant dans un gargouillis, et Frank se terrait derrière une pile de palettes en bois, totalement inutile. Au centre du chaos, Sloane était toujours assise sur la chaise pliante en métal. Elle n'avait pas crié lors de l'explosion. Elle n'avait pas tressailli lorsque le sang des gardes du corps avait éclaboussé ses bottes en cuir. À travers la fumée et les éclairs des tirs, Casey la regardait, s'attendant à la voir prise dans les tirs croisés. Au lieu de cela, il a vu la chaise vide. Une ombre s'est détachée de la pénombre près du flanc gauche du commando qui avançait. Sloane avait libéré ses poignets à l'instant même où la porte avait explosé. Elle se déplaçait avec une grâce terrifiante et fluide, totalement dépourvue d'hésitation. Elle n'a pas couru vers la sortie. Elle a couru droit dans la fusillade. Un agent russe, son fusil levé, a balayé de son viseur la position de Casey. Il n'a jamais vu Sloane arriver. Elle a glissé bas, sous sa ligne de mire, sa main s'élançant pour saisir le canon de son fusil d'assaut. D'un mouvement de torsion brutal, elle a détourné le canon loin d'elle. Simultanément, elle a projeté le talon de sa main libre vers le haut, frappant l'homme en plein sous le menton avec assez de force pour lui briser la nuque. L'homme est tombé comme une pierre. Avant que son fusil ne touche le sol, Sloane l'a attrapé en plein vol. Elle n'a pas tiré à l'aveuglette. Elle a serré l'arme contre sa poitrine, adoptant une posture de tir parfaite, et a exécuté 2 tirs précis avec silencieux. Pfft, pfft. 2 autres agents russes sont tombés, des trous parfaitement placés entre leurs yeux. Casey regardait depuis derrière le tour, le souffle coupé. Il avait employé les meilleurs tueurs à gages que l'argent puisse acheter. Des assassins impitoyables formés par des cartels et des factions militaires renégates. Aucun d'eux ne bougeait comme ça. Ce n'était pas seulement de la violence. C'était une symphonie morbide et magnifique de destruction cinétique. Elle ne se battait pas, elle effaçait simplement les obstacles. « Prenez-la à revers », a rugi une voix depuis l'entrée, avec un fort accent anglais. 3 hommes se sont précipités sur la position de Sloane. Elle a lâché le fusil vide et a intercepté le premier homme. Elle a paré son coup de couteau avec son avant-bras, est entrée dans sa garde et a enfoncé son coude dans son sternum, brisant l'os. Alors qu'il se pliait de douleur, elle a dégainé son arme de poing de son étui de cuisse, a pivoté sur son talon et a tiré par-dessus son épaule sans même regarder. Le deuxième homme a pris une balle dans la rotule et alors qu'il tombait, une deuxième balle l'a atteint à la gorge. Le troisième homme a hésité, la terreur brillant dans ses yeux alors qu'il assistait à la boucherie. Cette hésitation a été fatale. Sloane a comblé la distance en 2 pas, l'a attrapé par son gilet tactique, lui a fauché les jambes et a utilisé le poids de son corps en chute pour se protéger d'une rafale de tirs des agents restants près de la porte. « Sainte Mère de Dieu », a soufflé Casey, son arme oubliée dans sa main. Il était le roi de la pègre de Boston, un homme craint des politiciens comme de la police. Pourtant, il a ressenti une pointe de terreur glaciale en regardant cette femme démanteler un commando d'élite aussi nonchalamment qu'on écraserait des mouches. Sloane a jeté le pistolet vide de côté et a regardé à travers l'entrepôt, établissant un contact visuel direct avec Casey à travers la brume de la poudre. Son visage était éclaboussé de sang, mais rien n'était le sien. Ses yeux noisettes étaient grands ouverts, dilatés, et brûlaient d'une intensité terrifiante et vide. Le fantôme était parti. Le monstre était bien réveillé. Monsieur Carmichael a appelé Sloane, sa voix étrangement calme dans le silence assourdissant qui a suivi le massacre. Il ne restait que 4 Russes et ils reculaient vers la porte éventrée, leurs armes tremblant dans leurs mains alors qu'ils fixaient la femme debout au milieu des cadavres de leurs camarades. « Oui,
a répondu Casey, se relevant lentement de derrière le tour, les mains légèrement levées, paumes ouvertes. C'était un geste subconscient de reddition, un geste qu'il n'avait jamais fait de toute sa vie. Je crois, a dit Sloan en jambant un corps et ramassant nonchalamment un couteau de combat abandonné, que nous étions au milieu d'une négociation. Les 4 agents russes restants n'ont pas parlé. Ils n'ont pas signalé de retraite. Ils ont simplement craqué. Leur discipline professionnelle s'est brisée contre la terreur pure et simple de la femme qui se tenait au-dessus de leur mort. Ils ont reculé en se bousculant vers la porte en tôle éventrée, leurs bottes glissant sur le béton maculé de sang. Sloan les a regardés partir pendant exactement 2 secondes. Elle a pesé l'avantage tactique de les laisser faire leur rapport à Dimitri Volkov contre le risque pour la sécurité opérationnelle de laisser des témoins. Le calcul était simple. Elle a laissé tomber le couteau de combat, a ramassé le Sig Sauer abandonné de l'un des gardes du corps mort de Casey et s'est avancée à découvert. Elle n'a pas couru. Elle a marché, le bras tendu, sa respiration parfaitement synchronisée avec la pression sur la détente. Pan, pan. 2 des hommes en fuite se sont effondrés, basculant en avant dans le gravier à l'extérieur de l'entrepôt. Le 3e homme a réussi à plonger derrière la carcasse rouillée d'un chariot élévateur, mais sa cuisse était exposée. Sloan a touché l'artère fémorale d'un seul tir brutal. Il s'est vidé de son sang avant même de pouvoir appeler son dernier compagnon. Le 4e homme, plus jeune que les autres, s'est figé à la lisière de l'ombre. Il a jeté son fusil, levant les mains, sa poitrine se soulevant, alors que la pluie glaciale de Boston commençait à laver la poussière de briques de son équipement tactique. « S'il vous plaît », a haleté le jeune homme, son fort accent écorchant le mot. « Je suis juste chauffeur, juste chauffeur. » Sloan a légèrement baissé l'arme, le canon toujours pointé sur son torse. Elle a marché vers lui, le craquement de ses bottes sur les débris résonnant dans le silence soudain et assourdissant de l'entrepôt. Quand elle fut à environ 1 mètre, elle s'arrêta. « Dites à Dimitri Volkov que Casey Carmichael n'est plus sa principale préoccupation, » a dit Sloan, sa voix tombant à un registre glacial et autoritaire. « Dites-lui que le fantôme qu'il croyait enterré à Kandahar est réveillé et qu'elle est extrêmement irritée par cette interruption. Vous comprenez? » Le Russe a hoché la tête frénétiquement. Ses yeux étaient écarquillés, une soudaine lueur de reconnaissance de la classification qu'elle venait d'insinuer. « Courez », a-t-elle murmuré. Il n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Il a disparu dans la nuit pluvieuse, laissant Sloan seul au seuil du carnage. Derrière elle, le clic sans équivoque d'un chien d'arme que l'on arme a fendu l'air humide. « J'ai bien envie de vous loger une balle dans la nuque tout de suite », a dit Casey Carmichael. Il était sorti de derrière le tour industriel, son pistolet personnalisé visant directement l'espace entre les omoplates de Sloan. « Vous en avez laissé un partir, il va me ramener une armée sur le dos. » Sloan ne s'est pas retournée. Elle a lentement enclenché la sécurité de sa propre arme, la gardant pointée vers le sol, et a pivoté pour faire face au chef de la mafia. Son trench coat était ruiné, maculé de graisse, de poussière de briques et du sang artériel du commando de Volkov. Pourtant, elle semblait entièrement maîtresse d'elle-même, presque ennuyée. « Si je vous voulais mort, Casey, vous seriez en train de vous vider de votre sang à côté de Léo, » a répondu Sloan, désignant vaguement la forme affalée du voyou qu'il avait enlevé. « Je l'ai laissé partir parce qu'une armée est exactement ce que Dimitri ne va pas envoyer. Je lui ai raconté une histoire de fantôme. Les syndicats russes sont très superstitieux au sujet des agents de premier niveau. Dimitri va passer les prochaines 48 heures à verrouiller ses planques au lieu de vous traquer. » Casey a gardé son arme pointée, ses yeux gris glacial scrutant son visage, cherchant un signe, un bluff, une fissure dans l'armure. Il n'en avait aucune, elle était un vide. Il a lentement baissé son arme, sans toutefois la ranger. « Qui diable êtes-vous » a exigé Casey, sa voix dépourvue de son venin corporatif habituel. Elle était brute, mêlée d'un puissant cocktail d'adrénaline et de fascination morbide. Et ne me sortez pas votre histoire d'archiviste d'université locale. Je suis exactement qui j'ai dit que j'étais. La sœur de Chloe Gallagher, a dit Sloan, retournant vers le centre de la pièce. Elle a poussé Frank, le ravisseur restant, qui était toujours recroquevillé derrière une palette, pleurant en silence. « Lève-toi, Frank, tu te ridiculises. » Frank s'est relevé en se hâtant, gardant les mains levées,
ses yeux allant de Casey à la femme terrifiante qui venait de massacrer 6 hommes. Patron, a balbutié Frank, la voix brisée. Patron, je ne savais pas. La ferme, Frank, a claqué Casey, sans jamais quitter Sloane des yeux. Quel est le plan, Sloane? Vous auriez pu partir dans le chaos. Vous êtes resté. Je suis resté parce que nous avons un problème commun, a déclaré Sloane, sortant un mouchoir propre de la poche de son manteau ruiné et essuyant le sang de sa joue. Ma sœur, Chloé, ne vous a pas seulement emprunté de l'argent, n'est-ce pas? Dimitri Volkov n'envoie pas un commando d'élite pour éliminer un patron rival à cause des dettes de jeu impayées d'une mondaine. C'était une frappe ciblée, une tentative de décapitation. Pourquoi Dimitri voulait-il votre mort ce soir, de toutes les nuits? La mâchoire de Casey s'est crispée. Il a regardé ses gardes du corps mort, calculant le coût de ce désastre. Il avait besoin d'une nouvelle équipe de sécurité, d'une équipe de nettoyage et d'une planque. Mais plus que tout, il avait besoin de savoir à quel jeu jouait Chloé Gallagher. Votre sœur, a commencé Casey, sa voix tombant à un frémissement mortel, est une kleptomane avec un désir de mort. Elle ne devait pas seulement 300 000 $ à mon casino. La semaine dernière, elle a assisté à un gala de charité privée organisé par Aegis Holdings. Elle a passé 1 heure dans mon bureau privé avec mon directeur financier, Nathaniel Hayes, Nathaniel Esmar, et un registre hautement crypté détaillant chaque pot de vin que je verse à l'autorité portuaire de Boston et chaque cargaison que Volkov fait passer en contrebande par mes quais a disparu. Sloane a arrêté de s'essuyer le visage. Pour la première fois de la nuit, une lueur d'émotion authentique a traversé ses traits. Une exaspération pure et simple. Elle a volé votre moyen de chantage, a résumé Sloane d'un ton neutre. Elle a volé les codes de lancement nucléaire de toute la pègre de la côte Est, a corrigé Casey en s'approchant. L'odeur de bois de cèdre et de poudre à canon l'a de nouveau enveloppé. Volkov pense que je vais l'utiliser pour fermer ses réseaux de traite d'êtres humains dans les ports. Je pensais que Volkov avait engagé Chloé pour le voler, mais vu que Volkov vient d'essayer de me tuer, aucun de nous n'a le registre. C'est Chloé qui l'a, a réalisé Sloane, fermant les yeux une brève seconde. Idiote, une idiote finie. Elle pense qu'elle peut le négocier, le revendre au plus offrant pour effacer ses dettes. Ce qui signifie que celui qui la trouvera en premier aura le registre, a dit Casey doucement, et le perdant se fera inculper par les fédéraux ou exécuté par la Bratva. Sloane a ouvert les yeux et a rencontré le regard de Casey. La tension entre eux était électrique, un courant lourd et volatile de danger mutuel. Il était un monstre qui régnait par la peur et l'étranglement financier. Elle était un monstre construit par le gouvernement pour effacer les problèmes dans l'ombre. J'ai besoin de vos ressources, a dit Sloane, son ton passant soudainement à un pur professionnalisme. Satellite, informateur de rue, reconnaissance faciale sur les réseaux de circulation. Vous avez l'infrastructure, j'ai les compétences. Casey a incliné la tête, un amusement sombre et cynique dansant dans ses yeux. Vous suggérez une alliance avec l'homme qui a ordonné l'enlèvement de votre sœur? Je suggère une cessation temporaire des hostilités jusqu'à ce que je récupère ma sœur et que je vous remette votre clé, a rétorqué Sloane. Après ça, je retourne dans l'ombre des archives et vous retournez extorquer des politiciens. Mais si vous essayez de me doubler, Casey, je vous promets que ce que j'ai fait aux hommes de Volkov passera pour un simple désaccord poli. Casey Carmichael a regardé les corps. Il a regardé le sang. Puis, il a regardé Sloane. Il n'avait jamais rencontré une femme qui ne tressaillait pas sous son regard. Il n'avait jamais rencontré une femme capable de démanteler une pièce pleine de tueurs et de négocier un traité sur leurs cadavres. Il a rangé son arme. Frank, a aboyé Casey, le voyou survivant a sursauté. Appelle Dominic. Dis-lui d'amener l'équipe de nettoyage à l'entrepôt de Chelsea. Puis dis-lui de préparer la suite aux Four Seasons. Nous avons une invitée. Casey s'est retourné vers Sloane, tendant une main parfaitement manucurée et totalement exempte de tremblement. Marché conclu, mademoiselle Gallagher. Allons chasser votre sœur. La suite du Four Seasons était un chef-d'œuvre de luxe stérile. Des baies vitrées du sol au plafond offraient une vue panoramique et scintillante sur la ligne d'horizon de Boston, la pluie striant le verre comme de l'argent liquide. L'intérieur n'était qu'acier brossé, cuir sombre et art abstrait, qui coûtait plus cher qu'un prêt immobilier en banlieue.
C'était exactement le genre de forteresse dans laquelle un homme comme Casey Carmichael se retirerait quand les rues devenaient trop dangereuses. Sloane est sortie de la salle de bain des invités de la suite principale, la vapeur s'échappant derrière elle. Elle avait enlevé le trench coat en ruine et les vêtements imbibés de sang, les troquant contre un pantalon de Casey. Ses cheveux sombres et mouillés étaient repoussés en arrière, exposant une cicatrice argentée et irrégulière le long de sa clavicule gauche, un souvenir d'une mission à Bogota qui n'existait sur aucun dossier officiel. Casey était assis à l'immense îlot de cuisine en granit, sa veste de costume jetée, les manches de sa chemise blanche impeccable, retroussées jusqu'aux avant-bras. Il fixait une élégante installation multi-écran que son bras droit, Dominic Rousseau, venait de démarrer. Dominic, un colosse lourdement tatoué avec l'intensité tranquille d'un démineur, se tenait derrière Casey, ses yeux se dirigeant avec méfiance vers Sloane alors qu'elle entrait dans la pièce. « Vous êtes présentable », a remarqué Casey, sans détourner le regard des écrans. Il y avait un verre de liquide ambré sur le comptoir. À côté, une trousse de premiers secours. « Macallan, 18 ans, buvez-le et soignez votre bras. » Sloane a baissé les yeux. Un éclat d'obus de la porte de l'entrepôt lui avait entaillé profondément le biceps droit sur 5 centimètres. Elle ne l'avait même pas senti jusqu'à ce que l'adrénaline retombe sous la douche. Elle s'est approchée de l'îlot, ignorant le whisky, et a ouvert la trousse médicale. Elle a choisi une aiguille stérile, du fil de suture, un nylon épais et une bouteille de diode. Dominic a regardé, sa mâchoire se crispant, alors que Sloane versait nonchalamment l'iode pur directement dans la plaie ouverte. Elle n'a pas grimacé, elle n'a pas haleté. Elle a simplement enfilé l'aiguille et a commencé à recoudre sa propre chair avec l'efficacité mécanique et experte de quelqu'un qui coude un bouton sur une chemise. « Bon sang », a marmonné Dominic en reculant. Dominic est en train de récupérer les images des caméras de surveillance du périmètre de la dernière adresse connue de Chloé, a dit Casey, tournant enfin sa chaise pour lui faire face. Ses yeux se sont posés sur l'aiguille qui s'enfonçait dans sa peau. Une lueur de respect sombre passa sur ses traits aristocratiques. « Votre sœur n'est pas retournée à son appartement de Back Bay depuis 48 heures, mais nous avons capté un signal de son téléphone portable secondaire. » Sloane a fait le nœud, a coupé le fil avec une paire de ciseaux chirurgicaux et a finalement pris le verre de Macallan. Elle a bu une lente gorgée, la brûlure de l'alcool l'entrant. « Où ?» a-t-elle demandé. « Un motel miteux à South Boston. Le genre d'endroit qui loue à l'heure et ne demande pas de pièce d'identité, » a répondu Casey en appuyant sur une touche. Une image fixe granuleuse en noir et blanc est apparue sur l'écran central. Elle montrait une femme dans un sweat à capuche trop grand, portant de grandes lunettes de soleil malgré la pluie, se précipitant dans le hall d'un motel. Le tatouage de rose sur son cou était à peine visible, mais c'était suffisant. « Elle est paniquée », a observé Sloane en étudiant l'image. Sa posture est défensive. Elle regarde par-dessus son épaule. Elle sait que les gens de Volkov la cherchent et elle sait que vous la cherchez. « C'est un handicap », a grondé Dominic, sa voix profonde vibrant d'hostilité. « Patron, on envoie une équipe, on défonce la porte, on prend la clé et on lui met une balle dans la tête. C'est le seul moyen d'être sûr que Volkov ne l'atteigne pas. » Sloane a posé son verre. Le son du cristal frappant le granit était sec, comme un coup de feu. La température dans la pièce a chuté instantanément. Elle n'a pas regardé Dominic. Elle a regardé uniquement Casey. « Dominic est un chien très loyal, Casey », a dit Sloane, sa voix un fil doux et soyeux. « Mais s'il suggère à nouveau de tuer ma sœur devant moi, je vais lui briser la mâchoire et la lui faire manger. » Dominic a grogné, s'avançant, sa main tombant sur le lourd revolver à sa hanche. « Écoutez-moi bien, espèce de folle. »« Dom, repos !» a aboyé Casey, sa voix claquant comme un fouet. Il a levé une main, faisant taire son homme de main, bien que ses yeux n'aient jamais quitté ceux de Sloane. Il était absolument fasciné par elle, l'absence totale de peur, la certitude absolue de sa propre violence. « Mademoiselle Gallagher est une invitée, et elle est essentielle à cette opération. Nous ne touchons pas à Chloé tant que nous n'avons pas la clé. »« Et après que nous ayons la clé, » a insisté Dominic, fusillant Sloane du regard. « Après que nous ayons la clé, Chloé Gallagher quitte Boston pour toujours
et sa dette envers Aegis Holdings est considérée comme payée, a dicté Sloan, se penchant sur l'îlot de granit, envahissant l'espace de Casey. Ce sont les conditions. Casey a rencontré son regard. Il pouvait sentir l'iode et la pluie sur sa peau. Elle était d'un danger enivrant, une énigme qu'il voulait désespérément résoudre. D'accord, a murmuré Casey, mais notre fenêtre d'opportunité se rétrécit. Si nous avons trouvé son signal, l'équipe Sabre de Volkov n'est pas loin derrière. La file de Dimitri, Katrina, dirige son renseignement numérique. Elle est impitoyable et elle est rapide. Alors nous n'envoyons pas d'équipe, a dit Sloan, reculant et baissant la manche de son T-shirt pour couvrir les points de suture frais. Une équipe fait du bruit. Une équipe attire l'attention. Volkov aura des observateurs qui surveillent le motel. Si 3 VUS noirs arrivent, Katerina le saura et elle lancera une frappe avant même que nous n'atteignions la réception. Alors, quel est le plan? A demandé Casey, se penchant en arrière dans sa chaise, croisant les bras. Vous et moi, a dit Sloan simplement. Nous y allons discrètement, 2 personnes dans une voiture civile. Nous entrons dans la chambre, sécurisons Chloé, sécurisons la clé et nous sortons avant que la Bradva ne sache même que nous étions là. Dominic a ricané. Avec tout le respect que je vous dois, patron, vous êtes le chef de cette famille. Vous ne faites pas d'extraction sur le terrain. C'est pour ça que vous me payez. Dominic a raison, a convenu Casey doucement, bien qu'un sourire prédateur ait touché le coin de sa bouche. Je suis un dirigeant. Je ne défonce pas de porte à Southie. Ce soir, si? A rétorqué Sloan, prenant son verre vide et se dirigeant vers l'évier. Parce que si vous envoyez Dominic, Chloé criera et quelqu'un commencera à tirer. Je sais comment gérer ma sœur et j'ai besoin que vous soyez là pour vérifier que la clé cryptée est la bonne dès que nous l'aurons. Je ne prendrai pas le blâme si elle essaie de vous refiler un leurre. Casey a regardé son dos alors qu'elle rinçait le verre. Elle lui dictait des conditions dans sa propre suite, traitant son empire comme un inconvénient. Cela l'exaspérait. Cela le passionnait. Il s'est levé, attrapant sa veste de costume sur le dossier de la chaise. Dom prépare l'Audi RS7, la grise, sans vitres teintées, garde une force de réaction rapide en attente à 3 kilomètres du motel, a ordonné Casey, enfilant sa veste sur mesure. Patron, c'est une erreur, a averti Dominic, la voix basse. C'est un électron libre. C'est une nécessité, a corrigé Casey, son regard fixé sur Sloan alors qu'elle se retournait. Allons-y, mademoiselle Gallagher. Voyons si vous pouvez sauver la princesse sans brûler le château. Ils ont pris l'ascenseur privé jusqu'au garage souterrain en silence. La tension entre eux était passée d'hostile à quelque chose de bien plus compliqué, une compréhension mutuelle et mortelle. 10 minutes plus tard, l'Audi grise filait à travers les rues de South Boston, détrempée par la pluie. Casey conduisait avec une précision agressive, le moteur V8 ronronnant dangereusement sous le capot. Sloan était assise sur le siège passager, chargeant le Sig Sauer avec une concentration clinique. Le Starlight Motel était une tache délabrée et éclairée au néon au bout d'une impasse. Le S et le L étaient grillés, clignotant de manière inquiétante sous l'averse. Casey a garé l'Audi à 2 pâtés de maison, à l'ombre d'un viaduc rouillé. Ils ont fait le reste du chemin en silence, remontant les capuches de leurs vestes de pluie sombre. « Chambre 114 », a murmuré Casey, vérifiant le signal sur son téléphone alors qu'ils approchaient du couloir extérieur du rez-de-chaussée. « Premier étage, par l'arrière. » Ils se sont déplacés comme des fantômes, se glissant devant les fenêtres sales. La pluie masquait le bruit de leurs pas. Lorsqu'ils ont atteint la porte de la chambre 114, Sloan a levé la main, signalant à Casey de s'arrêter. Elle a collé son oreille contre le plaquage bon marché et écaillé de la porte. Pendant 3 secondes angoissantes, elle a écouté. Puis ses yeux se sont écarquillés. « Nous sommes arrivés trop tard », a-t-elle soufflé en sortant son arme. « Quoi ?» a murmuré Casey, sa main se dirigeant instantanément vers sa propre arme de poing. « Je n'entends rien. »« Exactement », a dit Sloan, sa voix tendue d'une terreur soudaine. La télévision est éteinte, la climatisation est éteinte, et il y a un courant d'air qui vient de sous la porte. Elle n'a pas hésité. Elle a fait un pas en arrière et a enfoncé le talon de sa botte directement dans le mécanisme de verrouillage. La porte bon marché s'est fendue et s'est envolée, claquant contre le mur intérieur. Casey a balayé la pièce, son arme levée, scrutant les coins. La pièce était vide. Le lit était défait.
La valise de créateur de Chloé était renversée sur le sol, des vêtements éparpillés partout dans une panique frénétique, mais ce n'est pas le désordre qui a glacé le sang de Casey. C'était la fenêtre arrière. La vitre était brisée, la pluie s'engouffrant par le trou béant, et peint sur le papier peint à fleurs, écrit avec du sang frais et dégoulinant, il y avait un seul mot. Échec et mat. Katerina, a craché Casey en baissant son arme. La file de Volkov était là. Ils l'ont. Sloane est entrée dans la pièce, ses bottes craquant sur le verre brisé. Elle n'a pas regardé le message sanglant. Elle a regardé le sol sous la fenêtre. Dans la flaque d'eau de pluie se trouvait un collier en argent, une chaîne délicate portant une petite lettre C, incrustée de diamants. Sloane s'est agenouillée et l'a ramassée. Le métal était encore chaud. Quand elle s'est relevée, le fantôme avait entièrement disparu. La femme qui se tenait au centre de la chambre de motel était une violence pure et sans mélange. « Casey » a dit Sloane, sa voix étrangement calme, dépourvue de toute panique ou peur. C'était le calme avant une détonation nucléaire. « Oui? » « Appelez Dominic, a ordonné Sloane, serrant le collier si fort que ses jointures sont devenues blanches. « Dites-lui de réveiller tout le syndicat. Nous partons en guerre. » L'intérieur de l'Audi de Casey Carmichael était rempli d'une tension pure et suffocante alors qu'elle filait à travers les rues nocturnes de Boston. La ville était un flou de néons et de pluie, mais à l'intérieur de la voiture, l'air était totalement immobile. Sloane était assise sur le siège passager, les yeux fermés, visualisant mentalement les plans qu'elle venait de forcer Dominic à extraire des serveurs de zonage de la ville. « Vanguard Cold Storage », a dit Sloane, sa voix coupant le bourdonnement du moteur. Elle n'a pas ouvert les yeux. Quartier du Seaport. Dimitri a acheté l'installation par le biais d'une société écran, Kestrel Security Solutions, il y a 3 ans. C'est une forteresse, des murs en béton armés de 30 cm, un générateur souterrain de secours et un quai privé qui donne directement sur le port. Casey a agrippé le volant, poussant l'Audi au-delà de 145 km/h sur le tarmac humide du tunnel de l'I-93. Dominic a 3 équipes d'intervention qui se rassemblent dans une zone de rassemblement à moins d'1 kilomètre. On frappe les portes d'entrée avec une force écrasante. Grenades assourdissantes, charges de brèche. On noie Volkov sous les corps jusqu'à ce qu'on trouve votre sœur. Sloane a finalement ouvert les yeux et a tourné la tête pour le regarder. Les lumières du tableau de bord projetaient des ombres dures et anguleuses sur son visage, soulignant le calcul froid et pragmatique de son regard. « Si vous frappez les portes d'entrée, Casey, Chloé mourra avant même que vos hommes n'aient nettoyé la baie de chargement, » a déclaré Sloane. La certitude absolue de son ton n'admettait aucune discussion. Katerina Volkov n'est pas une voyou de rue. C'est une spécialiste de la guerre numérique qui a appris le contre-espionnage auprès du FSB. Dès qu'une charge de brèche explosera, elle logera une balle à pointe creuse dans la nuque de ma sœur, formatera la clé cryptée et la jettera dans un seau de termites. Vous perdez votre moyen de pression et je perds ma sœur idiote. Alors, quelle était la grande stratégie, fantôme? Éclaquait Casey, le stress de son empire en ruine commençant enfin à transparaître sous sa façade polie. On frappe à la porte du quai de chargement et on demande gentiment « Non, nous utilisons vos hommes comme une diversion. La diversion la plus bruyante et la plus violente que Boston ait vue depuis l'hiver 98, a instruit Sloane, se penchant en avant pour taper sur l'écran GPS de la console. Vous dites à Dominic de frapper la porte principale et le périmétrer. Attirez tous les tireurs russes vers l'avant. Pendant qu'ils sont occupés à mener une guerre sur l'asphalte, vous et moi, nous entrons par le port. » Casey a froncé les sourcils, son esprit traitant rapidement le changement tactique. Le quai privé, il est lourdement gardé. Il est gardé par des hommes qui regardent l'eau, a corrigé Sloane. Ils ne regarderont pas en dessous. 20 minutes plus tard, Audi s'est arrêté en dérapant sous les arches rouillées et en ruine d'une cale sèche abandonnée à 400 mètres du rivage de l'installation Vanguard. La pluie était maintenant torrentielle, un déluge glacial qui fouettait les eaux noires et agitées du port. Casey a ouvert le coffre. À l'intérieur, à côté de lourds gilets tactiques et de munitions de rechange, se trouvaient 2 recycleurs sous-marins noirs mat et des combinaisons étanches en néoprène sombre. Il a regardé l'équipement, puis Sloane, qui enlevait déjà son sweatshirt emprunté dans le vent glacial.
Dominic gardait ça dans l'armurerie pour les interceptions de drogue dans le port, a marmonné Casey en enfilant sa combinaison. Je n'ai pas fait de plongée tactique depuis une décennie. La mémoire musculaire est une chose merveilleuse, Monsieur Carmichael, a dit Sloan sèchement. Elle a zippé sa combinaison jusqu'au cou, dissimulant les points de suture frais sur son bras, et a attaché un harnais tactique étanche sur sa poitrine. Elle a glissé un pistolet HKMK-23 avec silencieux dans son étui de poitrine et a fixé un couteau de plongée méchant et dentelé à sa cuisse. Casey la regardait, fasciné par l'efficacité mortelle et mécanique de ses mouvements. Elle n'était pas seulement une tueuse, elle était un prédateur alpha, parfaitement adapté à cet écosystème brutal. Il a rangé sa propre arme, sécurisant son masque de recycleur. Dominic est en position, a dit Casey en vérifiant l'unité de communication cryptée à son poignet. Il lance l'assaut dans 60 secondes. Allons-nous mouiller, a répondu Sloan. Ils se sont glissés dans l'eau glaciale et noire du port de Boston. Le froid était un choc physique, un poids écrasant qui menaçait de leur couper le souffle, mais les combinaisons étanches ont tenu bon. Sloan a pris la tête, naviguant dans les profondeurs troubles uniquement grâce au cadran lumineux de sa boussole de plongée. Ils ont nagé dans un silence absolu, ne laissant aucune bulle derrière eux grâce au recycleur à circuit fermé. Au-dessus d'eux, étouffé par les tonnes d'eau, un bruit sourd et rythmé a résonné dans le port. Boum, boum, boum. Dominic était arrivé. Le quai privé de l'installation Vanguard se profilait devant eux, une immense substructure en béton plongée dans l'eau. Sloan a fait surface silencieusement sous le caillebotis en acier de la jetée, restant dans les ombres les plus profondes. Casey a brisé la surface une seconde plus tard, ses yeux glacials scrutant le périmètre. Au-dessus d'eux, le chaos avait éclaté. Le hurlement des alarmes perçait la tempête, accompagné du staccato frénétique et superposé des tirs automatiques. La diversion fonctionnait. Sloan a agrippé l'échelle en acier rouillé menant à la plateforme de chargement. 2 gardes russes étaient postés au-dessus, leur attention entièrement fixée sur l'avant du bâtiment, où l'équipe d'intervention de Dominic transformait les portes de sécurité en gruyère. Sloan n'a pas sorti son arme, elle a sorti le couteau de plongée. Elle a monté l'échelle avec une vitesse terrifiante, l'eau s'écoulant de sa combinaison noire comme une seconde peau. Elle a sauté par-dessus la balustrade, complètement silencieuse. Le premier garde s'est retourné, sa radio crachant en russe rapide, mais le son est mort dans sa gorge alors que Sloan lui plaquait une main sur la bouche et enfonçait la lame dentelée à la base de son crâne. Elle a déposé son corps tressaillant sur le béton sans un bruit. Le second garde s'est retourné, son fusil se levant, mais Casey était déjà par-dessus la balustrade. Le chef de la mafia s'est déplacé avec une grâce brutale et lourde, comblant la distance et brisant le cou de l'homme avec une torsion écœurante qui s'est perdue dans le tonnerre de la tempête. « Dégagez !» a soufflé Casey, sa poitrine se soulevant alors qu'il laissait tomber le corps. Il a regardé Sloan. « Votre diversion nous achète du temps. Où allons-nous? » « Au sous-sol, a dit Sloan, le dépassant pour se diriger vers la lourde porte en acier, renforcée menant à l'installation de stockage frigorifique. Katerina n'interrogerait pas une cible de grande valeur au rez-de-chaussée. Elle l'emmènerait dans le trou le plus profond et le plus froid du bâtiment. Sloan s'est agenouillée près du clavier électronique qui verrouillait la porte. Elle n'a pas pris la peine d'essayer de le pirater. Elle a sorti un petit tube de gel thermique de brèche hautement concentré de son harnais et pressé une ligne parfaite sur le mécanisme de verrouillage magnétique et a inséré un minuscule détonateur. « Reculez », a-t-elle murmuré. Un flash aveuglant localisé de magnésium incandescent a brûlé l'acier en 2 secondes. Sloan a donné un coup de pied dans la porte et le lourd métal a pivoté vers l'intérieur, révélant un couloir faiblement éclairé et glacial, bordé de tuyaux couverts de givre. Ils sont entrés dans le ventre de la bête. La température a chuté instantanément, leur souffle formant des nuages dans l'air. Le couloir sentait l'ammoniac, la viande crue et l'odeur métallique de la peur. Alors qu'ils naviguaient dans le labyrinthe d'immenses étagères métalliques contenant des carcasses congelées, le son de la bataille au-dessus s'est estompé, remplacé par le bourdonnement des énormes unités de réfrigération industrielle. « Attendez » a sifflé Sloan, levant un poing fermé. Casey s'est figé derrière elle. Devant, au bout de l'allée, une lourde porte isolée était légèrement entr'ouverte. Une lumière vive et crue se déversait sur le sol couvert de givre,
Et de l'intérieur, une voix a résonné. Pas un cri de douleur, mais un gémissement strident et arrogant qui a fait bouillir le sang de Sloane. « Je vous ai dit que je n'avais pas la clé physique sur moi », a retenti la voix de Chloé Gallagher, vibrante d'indignation. « Je l'ai laissé dans un casier à South Station. Si vous me tuez, vous n'aurez rien. Casey Carmichael va vous écorcher vif quand il découvrira que vous m'avez prise, monsieur. » Carmichael est actuellement en train de se vider de son sang dans un entrepôt. « Petit oiseau », a répondu une seconde voix, fortement accentuée et d'une douceur glaçante. « Katerina Volkov, et vous allez me donner la combinaison du casier ou je commencerai à vous enlever les doigts, lentement. » Sloane a regardé Casey. Les yeux du chef de la mafia étaient froids, calculateurs. Il a hoché la tête une fois. Il était temps de réveiller le monstre. Sloane n'a pas frappé. Elle a enfoncé sa botte dans la porte renforcée du congélateur, la faisant s'écraser vers l'intérieur avec un fracas violent qui a résonné dans l'espace froid et stérile. Le bourdonnement des unités de refroidissement industriel a faibli sous l'intrusion soudaine, comme si même les machines hésitaient. À l'intérieur, la scène était figée dans la brutalité. Chloé Gallagher était attachée à une chaise en métal au centre de la pièce. Ses vêtements de créateur étaient déchiquetés et trempés, le mascara coulant sur son visage taché de larmes. Au-dessus d'elle se tenait Katerina Volkov, impeccable dans un costume blanc austère qui semblait grotesquement déplacé au milieu du sang et de l'acier. Deux hommes de main de la Bratva la flanquaient, fusil prêt. « Personne ne va enlever les doigts de qui que ce soit », a dit Sloane calmement, entrant dans la lumière fluorescente crue. Son MK-23 était déjà levé, le canon stable sur la poitrine de Katerina. La tête de Chloé s'est relevée brusquement. « Sloane !» a-t-elle crié, l'incrédulité brisant sa voix. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Silence, Chloé. Sloane ne l'a même pas regardé. Le ton était froid, dédaigneux, final. Les yeux perçants de Katerina se sont plissés. Sa main a dérivé vers son étui. « Qui êtes-vous »« Je suis entré », a répondu Sloane. « Et si vous touchez cette arme, je vous logerai une balle dans le poumon avant que votre cerveau ne comprenne. »« Tu es là », a aboyé Katerina en russe, plongeant derrière une table de boucher. Les hommes de main ont réagi instantanément, mais Sloane était plus rapide. Deux tirs avec silencieux ont claqué dans la pièce. Un homme est tombé avant d'avoir pu cligner des yeux. Le second a tiré sauvagement, les balles faisant des étincelles contre l'acier, alors que Sloane glissait sur le sol glissant de givre. Puis, l'embrasure de la porte a explosé de bruit. Casey Carmichael est entré, son pistolet rugissant comme le tonnerre. Trois tirs ont percuté l'homme de main restant, le projetant en arrière dans un rack de carcasses congelées. « Casey !» a crié Chloé, le soulagement inondant sa voix. « Je savais que tu viendrais. »« Je ne suis pas venu pour toi, » a coupé Casey froidement. « Je suis venu pour ce qui est à moi. » Sloane s'est relevé en douceur, balayant la pièce comme un prédateur terminant une chasse. « Katerina !» a-t-elle dit, la voix neutre. « Levez-vous, c'est fini. Votre périmètre est tombé. Mes hommes sont en train de décimer les forces de votre père dehors. » Le silence s'est étiré, lourd de tension. Lentement, Katerina a émergé, pâle mais défiante, les mains levées. « Vous pensez que c'est une victoire ?» a-t-elle craché. « Mon père arrive déjà. Il va réduire cette ville en cendres. Votre père, » a interrompu Sloane en s'approchant, « est actuellement coincé dans un embouteillage que j'ai créé. Il ne vient pas. » Son regard s'est aiguisé. « Où est-ce la clé ?» Katerina a ri durement, pointant Chloé du doigt. « Demandez-lui. Elle a passé un marché. » Casey s'est retourné, son expression glaciale. « C'est vrai? » Chloé s'est recroquevillée. « J'ai menti. Je devais le faire. Ils allaient me torturer. Je l'ai toujours. » Sans un mot, Sloane a attrapé son col et l'a tiré vers le bas. Une petite clé USB noire était collée contre sa peau. Elle l'a arrachée. « Tu pensais vraiment pouvoir les déjouer? » a murmuré Sloane. « Tu n'es pas une joueuse, Chloé. Tu es un dommage collatéral. » Elle a lancé la clé. Casey l'a attrapée sans effort. « Notre accord est terminé, » a dit Sloane. Katerina s'est jetée en avant avec un cri désespéré, un couperet brillant se dirigeant vers la gorge de Sloane. Sloane a bougé avant que la lame ne puisse tomber. Elle s'est écartée, a enfoncé son coude dans la poitrine de Katerina, puis lui a fauché les jambes. L'héritière russe a heurté le sol durement, le souffle coupé.
En un instant, Sloane l'avait immobilisé, le pistolet pressé contre son front. « Donnez-moi une raison », a murmuré Sloane, sa voix vide, terrifiante. « Sloane, arrête !» a crié Chloé. « Tu n'es pas une tueuse. » Casey a ri doucement. « Tu ne la connais pas du tout. » Pendant une longue seconde, Sloane a soutenu le regard de Katerina, puis a baissé l'arme. « Partez », a-t-elle ordonné. « Dites à votre père que cette ville appartient à Casey maintenant, et s'il revient, je viendrai le chercher. » Katerina s'est enfuie. Sloane a libéré Chloé. Le soulagement a inondé le visage de Chloé. « Dieu merci, on peut partir. »« Non, » a dit Sloane. Casey s'est avancé, sa présence écrasante. « Tu quittes Boston ce soir, voilà les simples, tu ne reviens pas. » Chloé s'est retournée, désespérée. « Sloane, c'est ce que j'ai demandé, » a répondu Sloane, lui pressant de l'argent dans les mains. « Prends-le, pars. Si tu reviens, je n'hésiterai pas. » La vérité a frappé Chloé d'un seul coup. Elle a reculé puis a couru. Le silence est revenu, rempli seulement par le bourdonnement des machines. Casey s'est approché. « Vous avez tenu parole. Et vous la vôtre. » Sa main a effleuré sa mâchoire, étalant du sang sur sa peau. « Et maintenant, vous retournez vous cacher? » Sloane n'a pas reculé. Un sourire lent et dangereux s'est formé. « Je crois, » a-t-elle murmuré, « que j'ai fini de me cacher. » Casey a alors réalisé qu'il n'avait pas seulement gagné une guerre, il avait réveillé quelque chose de bien plus dangereux. La pègre de Boston murmurait sur la nuit où le syndicat Volkov s'est effondré dans un congélateur d'abattoir. On parlait de l'ascension impitoyable de Casey Carmichael, cimentant son empire avec une poigne de fer et un registre crypté de la corruption à l'échelle de la ville. Mais la véritable histoire de fantôme appartenait à la femme qui a orchestré le massacre avant même que les sirènes de la police n'atteignent le quartier du Seaport. Sloane Gallagher n'a pas laissé d'adresse de réexpédition. Seulement un téléphone prépayé brûlé et un trench coat taché de sang drapé sur le fauteuil en cuir de Casey. Il l'a gardé là, un monument silencieux à la seule créature qu'il ait jamais vraiment crainte et la seule femme qu'il ne pourrait jamais posséder. Parfois, lorsque la forte pluie s'abattait contre les fenêtres de sa suite, Casey se versait 2 verres de Macallan 18 ans, se demandant si l'ombre dans le coin n'était qu'un jeu de lumière ou le monstre qui rentrait à la maison.